Alors on reprend avec les propriétés sémantiques des programmes disjonctifs, des programmes logiques étendus disjonctifs. Donc l'extension des programmes logiques normaux à ELP et à DLP, considérées dans cette section, héritent en fait la plupart des propriétés des modèles stables, qui ont été montrées en section 4.3. Alors, on définit maintenant les interprétations de Herbrandt pour des EDLP, puisque voilà. Alors, euh, puisque un programme logique étendu peut contenir des atomes qui doivent être compris avec la notion classique de négation. Donc, une interprétation pour les EDLP il se peut qu'une interprétation pour des EDLP contienne aussi des atomes clos, niés, mais avec une négation forte. C'est-à-dire des atomes de la forme A ou moins A. D'accord. Le note A, lui, il est, il peut pas, on n'a pas d'atome note A, c'est-à-dire d'atome avec le mot note qui signifie une négation par défaut, puisque c'est vraiment intimement lié à la sémantique, en quelque sorte. Alors que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, là on va avoir vraiment dans les interprétations dans les modèles, on va avoir des atomes moins A. Mais en réalité, c'est vraiment une astuce de modélisation, finalement. Parce que le moins A, euh, il reflète simplement le fait qu'on a ajouté un symbole de prédicat moins avec le prédicat de A. Alors, alors du coup là maintenant j'ai un doute. Bon, on va continuer. Donc ça veut dire qu'une interprétation peut être inconsistante si elle contient à la fois A et moins A. Dans 11, les answer sets inconsistants ont été définis comme l'interprétation qui contient tous les atomes possibles et leur contrepartie fortement niée. Donc pour notre sujet ici, on ne traite que des interprétations consistantes et donc on, on ne regarde pas, on évacue les answer sets qui sont inconsistants. Donc on définit ici des modèles de la manière suivante. Pour les modèles d'un EDLP. Hein. Alors, petite démo. Alors, je ne suis pas certain de bien comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir. Alors, on va avoir des explications là maintenant. Donc, définition 16. Une interprétation I est un modèle d'une clause ground de la forme de celle d'un EDLP. Hein, okay. Si quoi? Alors, on note bien, comme d'habitude, hein, I implique C. Si soit l'ensemble des BI n'est pas inclus dans I, c'est-à-dire s'il y a un BI qui n'est pas dans I, soit alors si l'ensemble des BI n'est pas dans I, non pardon, s'il y a un des BI qui n'est pas dans I, ça veut dire il manque quelque chose qui est vrai, et donc le corps ne peut pas être vrai puisque c'est une conjonction de trucs qui doivent être vérifiés, d'atomes qui doivent être vérifiés. Donc il en manque un, donc globalement le corps est faux, et donc globalement la clause est vérifiée. Une application avec des prémices, enfin avec un corps faux, ça, à partir d'un corps faux, on peut générer tout ce qu'on veut, donc tout est vrai.
Donc c'est le premier cas. Ou alors, cette clause-là, elle est vraie dans I si, si l'intersection n'est pas vide. Donc si tous les BI sont dans I, il faut aussi que quoi? Il faut aussi que on ait une intersection non vide entre les atomes de la tête et les atomes des négations par défaut. Alors si jamais c'est ah oui, si tous les BI sont vides, par exemple, s'il n'y a pas d'atomes not, donc de négation par défaut, si on n'a que B1, BM dans le corps, pour que la règle soit vérifiée dans le modèle, il faut que, bien sûr, tous les B1, BM soient dans le modèle, et il faut qu'on ait au moins un AI dans le modèle aussi, parce que sinon, il y a un problème. Sinon, on a tous les BI, et ça implique forcément qu'on ait au moins un des AI, puisqu'on a une disjonction. Ok. Donc si on a ça, ok. Et par contre, si on n'a pas de AI, mettons, mais qu'on a juste un CI qui est aussi dans l'interprétation, dans le modèle, ça veut dire que ce CI-là est vrai et que donc le node de CI est faux, puisque node de CI, ça veut dire on ne peut pas montrer que CI est vrai. Or si, on peut montrer qu'il est vrai puisqu'il est il est dans le modèle. Donc globalement, le node de CI est faux et donc il y a un élément faux dans la conjonction dans le corps et donc globalement, la règle est vérifiée. Donc voilà pour l'implication. Pour l'implication. Donc en fait, ça change enfin pas grand-chose, hein, si ce n'est ça rajoute, au lieu d'avoir un A ici, on a juste la disjonction qui change, on a plusieurs A possibles. Et puis après, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'après, en fait, on élargit cette notion-là à toutes les clauses ground si jamais on a une clause qui n'est pas ground, à toutes les clauses de ground de C si jamais on a une clause qui contient des variables. Voilà. Et ensuite, on étend ça à un programme comme d'habitude. Donc, c'est vraiment la même chose que d'habitude. Enfin, c'est très similaire à ce qu'on a vu précédemment. Donc, la définition au-dessus prend toutes nos extensions en compte. D'abord, euh, d'abord, petit 1, les contraintes n'ont pas de littéral de tête, et donc k égale 0. Alors, effectivement, quand k égale 0, pour que la règle soit vraie, si c'est une contrainte comme ça, si jamais on n'a rien dans la tête, donc bah, on a I un modèle, si quoi? Hmm, la règle est vérifiée par le modèle si dans le modèle il y a un BI qui n'y est pas. Et oui, parce que s'il y a un BI qui n'y est pas, le corps est faux, et donc globalement la règle est vraie, quelle que soit la tête de la règle. On l'a dit, hein. Ok, par contre, si jamais on a tous les éléments des BI, il faut absolument qu'il y ait un DCI qui n'y soit pas, c'est-à-dire qu'il y a un autre CI qui soit faux, donc un DCI au moins qui soit à vrai. Voilà, mais du coup, ouais, ça me fait me reposer la question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? C'était la question. Hop, c'était pas dans ce document-là. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin? Où est-ce que c'était? Voilà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette règle-là, de cette règle tueuse, alors qu'en fait la règle ici, elle suffit
elle suffit en elle-même, quoi. Enfin, ouais, là, j'ai toujours pas compris. Bon, bref. Après, ça rajoute, c'est pas problématique de la rajouter, mais je sais pas pourquoi. Bon, ensuite, donc, cette sémantique vérifie le fait de pouvoir définir des contraintes, des contraintes. Deuxièmement, les règles avec la négation forte sont considérées euh, en regardant tous les AI, BJ et CL dans I comme des littéraux classiques. Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc ça, c'est vraiment le fait que bah, la négation forte, elle n'est pas vraiment insérée dans la sémantique en tant que négation forte, elle est insérée par le biais du truchement de la modélisation. On rajoute pour chaque symbole de prédicat le symbole un autre symbole et on a les règles tueuses qui vont bien avec. Et petit 3, les règles disjonctives où n est supérieur strictement à 1, donc le nombre de... Alors c'est pas n, c'est k ici, là il y a un souci. Là c'est k. Je suis à peu près... Parce que si elles sont disjonctives, c'est qu'en tête il y a plusieurs éléments et donc que k est strictement supérieur à 1. Bon, c'est pas très grave, mais là je pense que c'est k. Euh, avec donc les règles disjonctives sont prises en compte donc dans cette définition, avec le sens qui est de dire que si le corps de la règle est satisfait, au moins un des littéraux A, I appartenant à un K, oui, on peut changer hein, si on veut, mais bon, autant rester cohérent avec la notation de la définition 16, hein, tant qu'à faire, doit être vrai. En un sens, une telle interprétation, alors voilà, en un sens, une telle interprétation représente un état à trois valeurs. Pourquoi? Parce qu'un atome A peut être regardé comme vrai dans I s'il est dans I, physiquement, si c'est un élément de I. A est regardé comme faux dans I si non, si moins A est dans I, ou bien et alors si ni A ni moins A n'est contenu dans I, alors A est considéré comme inconnu dans I. Alors là, par contre, je comprends plus. Donc tout à l'heure, la remarque que j'avais faite était fausse. Parce que moi, j'avais dit, ben, si j'ai A et moins A, c'est là où on peut voir où on a une troisième valeur de vérité. Ben non, c'est vraiment le contraire. C'est si on n'a ni l'un ni l'autre. Euh, alors, euh, donc de telles interprétations, je comprends pas. Ben, je vais réfléchir 2 minutes. Ouais, alors donc par rapport à cette, euh, à cette phrase-là, donc sur la représentation en trois valeurs, bon, je suis encore un peu sceptique parce que en réalité, il peut y avoir quatre situations. Il peut y avoir un atome A est dans I, donc à ce moment-là, on dira que c'est vrai. Si P de X est dans I, enfin si P de Toto est dans I, alors on dira que P de Toto est vrai. Mais on peut aussi avoir non P de Toto dans I. Dans ce cas-là, certes, on pourra dire que P de Toto est faux, ou plutôt que non P de Toto est vrai. Et puis, alors après, il y a le cas où A ou P de Toto et non P de Toto, aucun des deux n'est contenu dans I. Dans ce cas-là, on pourra dire que A est inconnu. Ok.
Et on peut aussi avoir le cas où P de Toto et non P de Toto sont tous les deux dans I. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui nous interdit d'avoir un modèle avec P de Toto et non P de Toto. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est simplement les clauses tueuses qui sont là pour faire en sorte que ça ne soit pas des modèles. Mais dans cette définition de ce que c'est qu'un modèle, enfin, sauf s'il y a des trucs que je vois pas, mais j'ai pas l'impression qu'on fasse la distinction en réalité. Et puis, euh, ce qu'on dit pas aussi, c'est que quand non A est absent, euh, oui, alors effectivement, si là je suis en train de réfléchir, si jamais on a A présent dans I et non A et moins A présent dans I, alors effectivement, il faut que ça soit interprété comme une contradiction, mais c'est pas dit ici expressément, c'est interprété par nos clauses tueuses. Ok. Mais si du coup on a juste, en fait, ce qui me pose problème, c'est ça, c'est A est considéré comme faux dans I si moins A est dans I. Oui, c'est vrai, mais si ni l'un ni l'autre ne sont dans I, du coup, comment est-ce qu'on fait pour interpréter le note de CI ici, par exemple? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on disait, c'était que si CI était dans la clause, alors si CI était dans I, ou plutôt si CI n'était pas dans I, alors note CI était vrai, puisque ça veut dire que CI était faux, et que donc, voilà. Et maintenant, I sera faux si moins CI sera faux si moins CI est dans I. Du coup, il y a un cas qu'on ne dit plus. Enfin, bon, je trouve ça un peu bizarre. Cette remarque-là, je suis pas sûr de bien la comprendre en réalité. Voilà. Alors, on continue. Donc, des modèles similairement aux modèles stables des programmes logiques normaux. Donc, un programme ELP disjonctif peut avoir 0, 1 ou plusieurs ensembles de réponses qui sont des modèles de P. Et en fait, qui sont des modèles minimaux de P. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en réalité, on parle plus, là je me rends compte, qu'on ne parle plus de modèles stables pour des programmes ELP, ou plutôt pour des programmes disjonctifs. Hmm. Et donc, si jamais on revient là, ici, du coup, là, ça, je sais pas si c'est vraiment juste, en fait, le fait de parler de modèles stables, ici pour des programmes programmes EDLP. Je suis même pas sûr que pour un programme ELP, c'est encore la bonne terminologie, le terme stable ici. Euh, c'est des modèles, c'est des plus petits modèles. Si, pour un programme ELP, a priori, si. C'est encore. Alors, un programme ELP, je rappelle, donc là je suis à page 35, programme ELP, parce que la multiplicité des modèles minimaux, ça c'est vraiment EDLP. C'est quand on a la disjonction. Mais les programmes ELP, c'est quand on peut avoir des atomes niés fortement ou pas partout dans le corps. Euh, si, 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 c'est bon. Si, si, c'est bon parce que là, on a que les answer sets sont les modèles stables du programme résultant. Donc c'est bon. C'est bien des modèles stables aussi. La question du coup que je me pose, est-ce que c'est aussi des modèles stables parce que ça, ça c'est vrai. Et on avait vu que
que, en tout cas pour ça, on a bien un modèle stable. Donc là, je vais enlever ça. Est un modèle stable dans la mesure où on a comment, ce qui nous était dit précédemment, c'est-à-dire que on a ça, on a M égale le plus petit modèle du réduit de P par M. Mais là, du coup, on peut plus avoir ça. Hmm. Parce qu'en réalité, le réduit de M, il a plusieurs modèles. Donc c'est forcément pas possible, puisque là, ça voudrait dire que ça donne un ensemble de modèles, et que ça, c'est un seul modèle. Donc y a un problème. Donc ça peut plus être calculé de la même façon pour les programmes disjonctifs. Donc pour les programmes disjonctifs, moi j'ai l'impression, si je reviens ici, donc à la page 35, j'ai l'impression que pour le programme disjonctif, clairement, on ne peut plus parler de modèle stable. Voilà. Mais, mais pour le programme ELP tout court, pas disjonctif, on peut encore parler de modèle stable. Donc là, ça c'est pas très clair pour moi là, jusqu'à présent. Alors, donc là, je vais surligner le petit théorème qui nous dit quoi? Qui nous dit que si j'ai un programme ELP, entre parenthèses disjonctif, donc il peut être disjonctif ou pas, c'est comme ça que je l'interprète, et M un answer set de P, donc M est un modèle de P, et M est un modèle minimal de P. Ok? D'accord, mais de toute façon, les modèles stables étaient des modèles a priori minimaux. Bah oui, puisque c'était les plus petits modèles. Ouais, donc oui. Et donc, de la même façon que pour les plus petits modèles de Herbrandt des programmes positifs et les modèles stables des programmes normaux, un answer set satisfait toutes les règles d'un EDLP. Ah oui, c'est un modèle quoi. De plus, un answer set est un modèle minimal du programme, ce qui veut intuitivement dire qu'il contient seulement ce qui est absolument nécessaire en termes de faits afin de satisfaire le programme. Autrement dit, ici, si M1 et M2 sont deux answer sets différents de P, alors M1 n'est pas inclus dans M2 et M2 n'est pas inclus dans M1. Et alors, de manière encore similaire au modèle stable pour les programmes logiques normaux, on peut définir des unfounded sets, donc des ensembles infondés pour des answer sets de programmes DLP pour traiter le problème des littéraux auto-supportés. Donc, Léon et ses compagnons de l'article 28 ont fait ça pour des programmes sans la négation forte. Donc, c'est la définition 17. Ah, j'ai encore des choses. Qui nous dit quoi? Qui nous dit, étant donné un programme EDLP sans négation forte, ok, et une interprétation I, un ensemble U, donc sous-ensemble de la base d'Herbrandt de P, est un ensemble infondé de P relativement à I. Voilà, j'aurais barré. Bon, bref. Si pour chaque élément qu'il y a dans U et chaque tête de règle telle que A apparaît dans la tête de la règle, au moins une des conditions est vraie. C'est-à-dire que, ah oui, c'est ça, les ensembles infondés, c'est ça. C'est, ils vont être, alors, donc, tous les éléments doivent être infondés dans un ensemble infondé, en quelque sorte. C'est-à-dire que tous les éléments doivent respecter une de ces trois conditions, au moins. S'il y a un littéral B apparaissant dans un
dans le corps positif de R tel que B n'apparaît pas dans I ou B apparaît déjà dans U. C'est-à-dire s'il y a un littéral B qui est déjà infondé et qui est dans le corps positif de R, alors forcément la tête sera constituée de littéraux infondés, les AI. Ou alors si B n'est pas dans I, s'il y a un littéral B appartenant au corps négatif de R tel que B appartient à I, à contrario de précédent, ou bien s'il y a un littéral B apparaissant dans la tête de R, tel que B n'est pas déjà infondé, tel que B n'est pas infondé, et tel que B appartient à I. Alors, donc A, il sera infondé. Hum, ah, c'est bizarre ça, la dernière condition là, elle est bizarre parce que A doit apparaître dans la tête de R. Et s'il y a un autre littéral B qui apparaît dans la tête de R, tel que B n'est pas infondé, n'est pas dans U, et B est dans I. Je suis pas sûr de. Hmm. Hmm. Ah oui, parce que dans la tête, si jamais on a un corps implique A1 et A2, et que je sais dans mon interprétation que A1 est déjà dedans, donc bah, c'est forcément vrai, en l'occurrence. Du coup, la tête, elle est forcément vraie, donc la règle est forcément vérifiée. Donc tous les autres, euh, tous ceux qui sont déjà, tous les autres littéraux de la tête, en fait, ils servent à rien, en quelque sorte. Puisque de toute façon, la tête de la règle est vraie. Donc la règle est vraie. Et ça, c'est le premier cas. C'est le cas où B appartient à I. Et le cas où B appartient. Ah oui, il ne faut pas que B appartienne à U. Ah oui, parce que si. Oui. Parce que s'il y a un autre élément qui est infondé euh, dans la tête de la règle, ça ne change rien. Au contraire. Si B est déjà infondé, alors peut-être que A a des chances de ne pas l'être, par exemple. Ok, pourquoi pas. Donc, à la différence des programmes logiques normaux, on ne peut pas garantir l'existence d'un plus grand ensemble infondé pour les programmes disjonctifs relativement à une interprétation. Mais il existe des interprétations pour un programme EDLP où l'existence d'un plus grand ensemble infondé est garantie. Ce sont les interprétations sans infondé. On appelle une interprétation, alors là je vais faire un petit, voilà, on appelle une interprétation I pour un EDLPP sans infondé si I, euh, si I intersection U est vide. Et pour chaque ensemble infondé U de P par rapport à I. Et alors dans ce contexte-là, quand en fait on prend une interprétation I, on cherche tous les ensembles infondés de P par rapport à I, et on trouve que l'intersection avec I est vide à chaque fois, donc dans ce cas-là, on dit que P est donc un programme EDLP sans infondé. Et à ce moment-là, on a le théorème qui dit qu'il y a un plus grand ensemble infondé pour ce programme P par rapport à cette interprétation I. Et alors le théorème qui suit nous dit quoi? Nous dit étant donné un programme P EDLP sans négation forte, d'accord, une interprétation, M de P,
est un answer set si et seulement si M est sans infondé. Ok, alors j'essaie de bien comprendre. Donc je prends un programme DLP, mais par contre, il n'y a pas d'atome moins P. Il n'y a pas de négation forte. Dans ce cas-là, une interprétation, si je prends une interprétation M de P, et que j'arrive à montrer que M est sans infondé, c'est-à-dire que l'intersection avec tous les ensembles infondés de P par rapport à I est vide, alors je sais que cette interprétation-là est un answer set. Ok. On n'avait pas déjà un, euh, ah oui, c'est ça. C'est ça. En fait, les ensembles infondés ne sont définis que pour des EDLP sans négation forte. Donc c'est pour ça qu'on a un EDLP sans négation forte. C'est parce que la notion d'infondé a été définie sans la négation forte. Alors c'est un peu dommage du coup parce que si on utilise ça pour faire du calcul d'Answer set, d'une manière ou d'une autre, je ne vois pas trop comment encore, mais ça peut peut-être servir, bah, du coup il faudra se limiter. On n'aura pas le droit d'utiliser la négation forte. Ok, donc. Alors on poursuit. Le système DLV. Alors, je voudrais juste voir où est-ce que j'en suis. Ok. Le système DLV en fait repose fortement sur les ensembles infondés comme son principal principe pour construire les intersets. Donc c'est ce que je disais. Des EDLP. Donc en fait, c'est des EDLP, mais sans négation forte, a priori. Enfin, ça serait cohérent avec le théorème juste au-dessus. Alors, on note que la notion d'ensemble infondé est facilement extensible à des answer sets pour des EDLP avec négation forte. Ça, c'est intéressant puisque justement, ça correspond à une solution de ce qu'on vient de dire, en ajoutant les contraintes respectives. Ok, alors les contraintes respectives, c'est quoi? C'est les clauses tueuses, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce qu'en fait, la négation forte, finalement, la négation forte, c'est juste de la modélisation, en fait. Donc, ouais, effectivement, je vois pas tellement ce qu'il y a de différent. Si jamais on ajoute les contraintes, donc les clauses tueuses, euh, je pense que c'est ça que ça veut dire. Il faudrait pouvoir vérifier, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas bien. Et puis, on a une autre remarque qui nous dit il y a un article qui définit des ensembles infondés directement en logique des équilibres, en logique de l'équilibre. Après, on nous dit aussi un récent développement en ASP, dans le domaine de l'ASP, consiste en une contrepartie syntaxique des ensembles infondés, les formules loop, les formules boucles. Ces formules euh, ont, ont été, ont été conçues comme un moyen de transformer des programmes logiques sous la sémantique des ensembles de réponses et des modèles stables en théorie propositionnelle et laisse donc des solvers SAT standards effectuer la tâche de calculer les modèles stables de ces théories étendues. Très simplement, en fait, cette traduction utilise la complétion de Clarke pour les programmes logiques pour créer une théorie propositionnelle et augmenter cette théorie avec des formules boucles additionnelles, ce qui garantit que cette théorie admet seulement des modèles stables. D'accord?
Alors effectivement, le problème c'est qu'en général, il peut y avoir un nombre exponentiel de formules loop pour un programme EDLP donné. Ok. Alors on termine cette section par regarder dans le raisonnement avec les answer sets qui est défini seulement comme du raisonnement avec des modèles stables. Qui est juste défini comme un raisonnement avec des modèles stables. Donc un littéral classique A est une conséquence courageuse d'un programme P, noté comme précédemment P implique BA. Si et seulement si, du coup voilà, on remplace les modèles stables par les answer sets. Si et seulement si M implique BA pour un answer set M de P. Je suis pas sûr que je comprends. Enfin bon, bref. Et deuxièmement, A est une conséquence précautionneuse d'un programme P. Notez P implique CA, si et seulement si M implique CA pour tous les answer set M de P. Ok. Si, en fait, ça correspond à la notion précédente, hein, voilà, je pense. Donc, le comportement par rapport à des propriétés comme la monotonie précautionneuse et la cumulativité est alors similaire au comportement qu'on trouve dans le cas sans disjonction. Ok, alors on va s'arrêter là.